Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube, mais également sur Patreon. Quand vous êtes membre Patreon, bien, ça vous donne des avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Mais surtout, ça m'aide à continuer d'enregistrer ici, au studio bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Shani qui va me parler de la naissance de ses triplés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir eu ses triplés, Shani a eu 2 grands garçons à l'âge de 17 et 18 ans. Pour entendre la première partie de son récit, ben, il suffit de vous abonner au Patreon. J'ai vraiment hâte d'entendre son histoire. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Floravie. Floravie sont là pour s'occuper de votre santé sexuelle et votre bien-être intime. Comment? Ben, en vous offrant toute une gamme de produits, tant pour hommes que pour femmes, qui sont disponibles sur leur site internet, lefloravie.com. Et il y a vraiment de tout. On a des lubrifiants, des dilatateurs vaginaux, des anneaux péniens, des coupes menstruelles, des aphrodisiaques naturels. Il y a vraiment de tout pour tous vos besoins. Je vous invite à aller découvrir toute leur gamme de produits sur leur site web, floravie.com, et vous pouvez même utiliser le code promo HUMAIN15. Allô, Shani. Allô. J'ai tellement hâte d'entendre ton histoire parce que on a beaucoup de choses à dire. Oui, j'ai un grand garçon, Nicolas. Il va avoir 11 ans cette semaine. Il est suivi 11 mois plus jeune, mon autre garçon, Anthony, 10 ans. Fait que j'avais déjà 2 grands garçons au moment d'avoir les triplettes. Et de ce que j'ai compris en jasant avec toi avant, tu as eu tes garçons très jeunes. Oui, je pense que je peux me considérer ce qu'on dit une teen mom. Donc, mère adolescente. Exactement. J'avais 17 ans quand j'ai eu Nicolas, 18 ans quand j'ai eu Anthony. Fait qu'une expérience assez différente là, de la grossesse et de l'accouchement versus avec les triplés. Là. Entre mon fils Anthony et les triplés, il y a 7 ans d'écart. OK. Dans ces 7 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé en gros, là? Bien, pas longtemps après la naissance d'Anthony, j'ai eu ma séparation avec leur papa. Donc, par la suite, moi, tu sais, un retour aux études. Je suis une jeune maman, je suis toute seule. Puis, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui s'appelle aussi Nicolas. Donc, j'ai rencontré mon conjoint actuel. Mon fils Anthony avait peut-être 2 ans, là. Donc, pour moi, c'était clair que je voulais pas d'autres enfants. Puis je lui avais mentionné, surtout que c'est un jeune homme qui n'a pas d'enfant, puis il me dit « ça tombe bien, j'en veux pas ». Mais j'apprécie beaucoup les tiens, puis j'apprécie comme ce qu'on crée, là, dans le fond. Là. Ça reste comme ça. Puis un jour, je crois que Nicolas s'est réveillé, puis il me dit que finalement, il voulait des enfants. Comment tu réagis? Ben, c'est venu changer un peu les plans, mais je m'en doutais. Parce que je me disais, tu peux pas t'occuper au quotidien de des enfants aussi bien que comment ils le faisaient, puis que tu n'aies pas ce petit éveil-là. Donc, je le voyais venir, puis ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, surtout que la situation allait quand même être mieux. Là. J'étais plus une jeune maman de 17 ans. Oui, mais tu devais quand même être jeune, là. Oui, mais tu sais, j'avais maintenant un poste au gouvernement. Comme la situation était quand même mieux. Puis j'ai l'impression aussi que quand tu as des enfants à 17 ans, tu aurais beau en avoir à 40 ans, tu vas quand même garder dans ta tête que tu es une maman adolescente. Là. Ah oui. Fait que peu importe l'âge que j'aurais eu mes enfants, j'avais quand même cette impression-là d'être trop jeune pour en avoir. Puis tes 2 premiers, tu es tombée enceinte super facilement. Ouais. Et tes triplettes, ça a-tu été aussi facile? Donc, la première fois que, justement, on a convenu qu'on allait commencer à essayer, tu sais, je prononce « commencer à essayer », mais dans ma tête, à moi, je me disais, c'est sûr que premier coup, ça va fonctionner. Donc, le premier mois que j'ai vu un test de grossesse négatif, j'ai su. J'ai su que ça allait être vraiment plus long. Je le savais tellement. Puis, s'en est suivi 3 ans en clinique de fertilité. Puis, qu'est-ce qui a fait que ta fertilité avait baissé? On appelle ça de l'infertilité secondaire. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. La femme a pu avoir des enfants, n'a pas eu de problème de fertilité dans le passé, mais maintenant, oui. On n'avait pas comme de raison précise. C'était pas lié à une maladie, c'était pas lié à rien, mais on sait que j'ai eu mes antécédents avec mon utérus. Mais on me disait que c'était résorbé, que c'était pas une raison.
Mais mes cycles étaient extrêmement longs. Donc, je devais avoir des injections pour stimuler. C'était beaucoup de médication. On me parlait déjà du risque de grossesse multiple. Oui, on m'en parlait, mais je me disais, même quand que j'ai plein d'ovules, même quand que toutes les circonstances sont bonnes, je tombe même pas enceinte. Donc, on ne me parlera pas de multiples. Tu sais. Pendant notre parcours en fertilité, j'ai tombé enceinte, je crois, une dizaine de fois, mais je les perdais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que t'as fait une dizaine de fausses couches? Oui, en 3 ans, oui. Mais c'était ce qu'on appelle des fausses couches précoces, là. Fait que j'apprenais que j'étais enceinte, d'un jour qui suivait, je le perdais. Oh mon Dieu! Fait que si t'avais pas su que t'étais enceinte, ça l'aurait passé pour tes règles. Exactement. Là, parce qu'on est en parcours de fertilité, les mamans, justement, qui ont été dans ce processus-là, tu sais, on est alerte de tout, là. Tu manges une carotte, elle goûte un peu bizarre, tu te dis que t'es enceinte, là, tu sais, c'est vraiment comme intense. Donc, si je n'aurais pas été en parcours de fertilité, ça aurait passé comme mes règles, comme un petit retard ou quelque chose du genre. Mais là, je le savais quasiment à la seconde que je tombe enceinte, donc... Ah oui, puis ton moral est comment après 10 fausses couches? Ben, je crois que je me rassurais beaucoup dans le sens où je me disais la médecine est tellement rendue évoluée. Puis à tous les mois, je voyais des femmes autour de moi qui faisaient aussi des parcours de fertilité tomber enceinte. Tu sais, on disait tout le temps, « Ah, c'est ton tour. Donc, je me disais, mon tour va venir. Je sais pas quand, j'espère que ça sera pas trop long, mais il va venir. Mais dès que je tombe enceinte, je le savais quand j'allais perdre ma grossesse, dans le fond. Là. Je voyais le test de grossesse positif, puis instinctivement, je le savais qu'elle n'allait pas se poursuivre. Je prenais déjà mon rendez-vous pour mon prochain cycle. T'sais. À travers le parcours qui a duré 3 ans, est-ce qu'il y a un moment où ton chum et toi, vous vous êtes dit « on arrête » ? Bien, il y a eu beaucoup de moments pour mon chum. Puis il me disait « là, je suis tannée. Comme c'est long. » Mais je crois aussi qu'il ne comprenait pas nécessairement le parcours dans son entièreté en raison de la pandémie, parce que lui, il n'était jamais au rendez-vous avec moi. Donc, moi, je les voyais, les évolutions. Je disais, non, c'est parce que là, tu sais, mes follicules, ils ont grossi. Mais c'était tout du chinois pour lui, là. Lui, il se rendait là une fois par mois, donner son échantillon, et c'est tout. Donc, je devais comme le motiver. Mais il y a eu aussi le moment où on a appris qu'il allait avoir le cycle in vitro gratuit. Je crois qu'à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, je suis comme tannée. Parce que mes cycles d'insémination, on allait avec des inséminations, mais j'avais un protocole de médicaments in vitro. Fait que plus qu'on continuait, puis plus que mon corps se fatiguait. Le médecin me dit, fais une dernière insémination. On était rendu à la 5e. Fais une dernière insémination, puis par la suite, je vais te signer la requête pour le cycle in vitro. On croit tout le temps que le cycle in vitro, tu sais, c'est sûr, premier coup, ça fonctionne. Là. Donc, je suis comme enthousiaste. Puis cette insémination-là, je l'ai faite un peu comme sur la botche, là, si je peux dire. On est au mois de juin. Ça fait des années que je fais rien parce que tout est en conséquence de mes cycles. Je vais pas aller faire du camping parce que cette fin de semaine-là, j'ovule. Je vais pas faire du parachute parce que hey, je peux pas sauter en parachute si je suis enceinte. T'sais. Tout allait en fonction de ça. Donc, ce mois de juin-là, j'ai fait mon cycle en m'en contrefoutant. Je faisais mes injections à moitié, j'oubliais des médicaments et tout. La journée de l'insémination, c'était les pires résultats. Là. Le médecin ne voulait même pas faire l'insémination, puis j'ai dit non, on va la faire. Il me dit OK, on va la faire. Il fait l'insémination, il sort de la salle, il revient, puis il me dit mais là, Chani, là, on n'en veut pas 3, hein? Parce que je le niaisais tout le temps, je disais que je voulais des triplés. Puis là, je dis oui, on en veut 3. Le soir, je reviens à la maison, puis je dis à mon chum, je dis, tu sais quoi? Je suis pas mal sûre qu'on va avoir des triplés. Puis je l'ai senti, mon chum, être comme, oh, pauvre elle, parce que, tu sais, j'avais tellement tombé enceinte souvent, puis moi, quand je tombe enceinte, j'étais très contente, mais lui, un peu comme pas d'émotion parce que l'habitude qu'on les perde. Mais là, je tenais mon bout, puis je disais, je suis sûre. J'ai su quelques jours plus tard que j'étais enceinte, vraiment rapidement, là, parce que le taux d'hormones était très haut. Puis j'ai encore des messages textes quand que j'apprends ma grossesse, que je dis à ma famille sur notre groupe Facebook de famille, je dis, je suis enceinte, combien vous pensez qu'il y en a? Puis encore là, eux autres sont comme, pauvre elle, là, elle se fait tellement des idées. Puis ils sont là, ben, ce serait le fun qu'il y en ait au moins un. Une de mes soeurs dit 2. Puis je dis, moi, je suis sûre qu'il y en a 3.
Puis je leur répétais ça. Je suis sûre qu'il y en a 3. Je suis certaine qu'il y en a 3. Puis là, environ un mois plus tard, on fait une première écho, il y a 3 sacs. Mais ça veut rien dire, tu sais. Mais comment tu te sens la première fois que tu vois les 3 petits sacs? Ben, je le savais tellement que j'en revenais pas que j'en avais 3. J'en revenais pas que je le savais. C'était ça. Tout le long, c'est ça, je répétais. Je suis comme, j'en reviens pas. Hey, je le savais. Puis c'était vraiment comme l'instinct que j'avais eu qui était comme fou dans ma tête, là. Puis la technicienne qui a fait l'échographie, c'est quasiment rendu une amie. Ça faisait 3 ans qu'elle jouait en bas là. Fait que... elle me disait, « Hey, c'est vrai que tu l'as dit? » J'en reviens pas. Je le savais. Mais là, quand t'apprends que t'as des triplets, on dit-tu triplet ou triplette? Fait qu'en français, c'est triplé. Comme là, moi, c'est des filles, fait que c'est le E accent ES. Ah, OK. Triplette, c'est en anglais. Bon. Donc. Fait qu'on va dire des triplés. Des triplés. Même si on sait que ça va être 3 filles. Exactement. Puis, est-ce que le suivi médical est le même? Donc, le suivi médical, il est vraiment pas le même. Puis en plus, moi, je suis à Gatineau. Donc, il n'y a pas d'unité de soins néonatals intensifs à Gatineau. Je dois changer de région complètement, même pour mes suivis. Mais quand on apprend la grossesse, que la grossesse est confirmée de tripler, tout de suite, on me propose la réduction embryonnaire. Donc, ça veut dire d'en enlever un? Ou 2. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé fort là, pour mes enfants. Puis j'ai demandé au médecin, j'ai dit, est-ce qu'il y a des chances, si j'en retire un, par exemple, que les 2 autres s'en aillent? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, ben, on y va pas, là. Puis pendant notre parcours en fertilité, il y en avait des femmes à clinique qui tombent enceintes de 4, 5 même. Puis j'étais tout le temps bien nerveuse de le dire à mon chum. Je disais, hey, imagine, ben, je voulais pas qu'ils disent, tu vois, il y en a plein qui tombent enceintes de quadruplés, je veux pas qu'on vive ça. Puis à toutes les fois, il me disait, moi, si c'est 2 et plus, là, non. Mais la journée que j'ai annoncé qu'on allait avoir des triplés, tu sais, par respect, je lui ai demandé ce qu'il voulait qu'on fasse, mais les 2, on le savait qu'on avait travaillé vraiment trop fort pour prendre le risque. Donc, on continue la grossesse. Mais le suivi se fait dans une autre région. Donc, dans mon cas, c'était à Ottawa. OK. Je suis quand même vraiment chanceuse parce que c'est une unité de soins très intensifs. Dès que j'ai commencé mon suivi, on me parle encore de réduction embryonnaire. Je comprends que c'est comme dans leur obligation. Ils doivent être certains que la mère devant eux est bien consciente de ce qui se passe. Puis je pense en même temps, ils me regardent. Je pèse comme 11 livres, je suis tout petite, puis il y a 3 petits bébés qui grandissent en moi. Donc, on me parle de tous les risques et tout, puis j'écoute les oreilles très bouchées. Très bouchées. Moi, à partir du moment que j'ai entendu les 3 petits cœurs, tout allait bien. Tout allait tellement bien que la chambre était faite en 9 semaines. Ben voyons, t'étais prête, là, tu le savais. Je le savais que ça allait bien aller. À 9 semaines, j'ai eu mon premier rendez-vous de suivi à l'hôpital général d'Ottawa. Quand je suis sortie de là, je suis partie avec ma belle-mère au Ikea, acheter les lits. Puis j'ai dit, au pire, on vendra un lit, c'est quoi qui se passe. Mais là, je me prépare à avoir mes 3 enfants. Je sais pas combien de temps j'ai été capable de tenir debout. Fait qu'à 9 semaines, on montait des basinettes. OK. Et comment se passe la grossesse? La grossesse se passe vraiment pas bien. Je suis habituée d'être une femme vraiment active. Surtout, j'ai eu 2 petits garçons. J'ai couru, j'ai joué au soccer, j'ai bougé en masse. Mais là, je me fais arrêter assez rapidement parce que dès que je suis debout, je perds connaissance, je suis malade à absolument rien. Comme c'était assez intense. J'ai été alitée à 20 semaines. Mais ça, c'est sûrement parce que je suis vraiment tête dure, parce que je suis certaine qu'il l'aurait fait avant. Encore là, les suivis, ils se font pendant la pandémie. Fait qu'à partir de comme 20 semaines, je devais me rendre à l'hôpital à toutes les semaines, mais avec ma valise. Parce que je savais quand je rentrais, mais je savais jamais quand je sortais. Ah, parce qu'il aurait pu te garder? Exactement. Ben, il le faisait souvent. Puis je crois que ce qui aidait à ce qu'il me garde pas trop souvent, c'était parce qu'on était pendant la pandémie. Donc, mes enfants ne pouvaient pas venir me visiter, mon conjoint ne pouvait pas venir me visiter. Tu sais, on m'isolait vraiment. Ouais. Puis les médecins ont été super dans le sens où ils prenaient en considération que j'avais 2 petits cocos à la maison. Mais le matin, tu sais, je les amenais à l'école, puis ils voyaient la valise là, à côté de moi, puis ils disaient « Est-ce que c'est toi qui viens nous chercher ce soir? » Je disais « Je sais pas. »
idéalité-ish, parce que tu dois quand même te rendre à l'hôpital, puis avoir ta face, je me dis que tu devais semi-respecter les consignes. Écoute, je respectais les consignes à la condition que quelqu'un était là pour me surveiller. Mais ouais, fait que à moi, c'est sûr qu'il est venu un moment où est-ce que j'avais pas le choix, là, que je pouvais juste plus bouger parce que c'était tellement douloureux. Puis on me demande souvent, t'étais-tu vraiment grosse? Puis la réponse est non. Donc c'était tout par en dedans. Tu sais, j'avais une de mes filles sur mes poumons, j'avais une en siège, j'avais l'autre comme... Ça faisait tellement mal. Comment on se prépare à un accouchement de triplé? Donc au Canada, c'est interdit d'accoucher de façon vaginale de triplé. OK. Dans les meilleures conditions, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te faire accoucher du premier bébé au bloc opératoire. Dans mon cas, le premier bébé A, était en siège. J'avais déjà eu 2 césariennes. Je me suis même postinée. Je me suis postinée, tout était correct. J'allais avoir une césarienne, mais on se dit qu'avec des triplés, l'accouchement, c'est généralement de 28 à 32 semaines. Fait qu'ils vont être prématurés. C'est sûr et certain. Mais maintenant, on connaît des parents qui ont réussi à amener des grossesses de triplés à 37 semaines, qui est un exploit. Ça relève du miracle. T'aurais pas toffé, toi, jusqu'à 37-38 semaines? Oh, même si eux y auraient voulu, là, moi, j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable. Puis, mon travail a commencé à 20 semaines. Donc, justement, j'étais souvent hospitalisée. J'étais ouverte à comme 3 à 21 semaines. J'ai eu la première faux travail, en fait, à 21 semaines. Là, qu'on s'est rendu au bloc, puis pas au bloc, on s'est rendu en salle d'accouchement, puis on se préparait, tu vas accoucher. Finalement, ils ont réussi à arrêter le travail. Puis l'équipe est venue me voir, l'équipe de néonatologie est venue me voir pour me rassurer en me disant « Ils sont capables de faire vivre des bébés à partir de 21 semaines. » Mais c'est tout petit. C'est tout petit. En plus, c'est des triplés. Quand on parle de multiples, tu sais, un bébé simple qui se nourrit à lui toute seule, à 21 semaines, va être d'une certaine grosseur, mais là, ils sont 3. Fait qu'ils sont encore plus petites. Donc, le risque, tu sais, il est un peu plus grand en partant. Là. Un bébé de 35 semaines seul versus des 35 semaines multiples, c'est pas la même chose. À partir d'environ 21 semaines, on me parle de mon bébé C, qui est ma dernière petite fille, Emia. Puis, on me dit que mon enfant se rendra pas. Tu sais, elle avait des gros problèmes de croissance, puis même en début de grossesse, on voyait qu'elle était tout le temps un petit peu en arrière, puis c'est pour ça qu'on poussait souvent pour la réduction embryonnaire. Chani, t'as encore le temps de l'enlever, là, parce que cet embryon-là, il est pas viable. Il est pas viable. Mais là, à un moment donné, il vivait, tu sais. Fait que je disais, vous me dites tout le temps qu'il est pas viable, mais il y a un cœur. Mais elle supportera pas un accouchement. Puis même si tu l'accouches, ben elle vivra pas. Je sais, ben si j'ai 2 minutes avec, je vais être contente. Fait qu'on la laisse là. Donc, pendant ma grossesse, on se rend compte aussi qu'elle avait un problème avec l'insertion du cordon ombilical. Elle avait plein de petites affaires. Donc, le gros stress lié à mon accouchement, c'était que si ma poche de mes os de bébé C, parce que c'était chacune une poche, si la poche de bébé C se rompait, elle avait une hémorragie, puis moi aussi. Oh. Donc, là, c'est vraiment que dès qu'il y a un travail qui commence, on doit le faire assez rapidement parce qu'il faut sortir au plus vite bébé C. À toutes les fois que je rentrais à l'hôpital en travail, c'était ça qui était comme l'enjeu. Là. Est-ce qu'on est capable d'arrêter le travail, mais on peut pas pousser trop loin parce que si la poche a rompt, on peut perdre maman comme on peut perdre tous les bébés. Puis les médecins, de la façon que ça fonctionne, c'est on sauve le plus de vies possible, mais là, on est 4 vies ensemble. Fait que c'était tout le temps comme... C'est stressant? Oui, c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Mais là, à 23 semaines, la même chose. Le travail commence. On me rend en salle d'accouchement. On réussit à l'arrêter. Mais quand on arrêtait mon travail, c'était avec du magnésium. OK. En grande quantité. Qu'est-ce que ça fait? C'est horrible. Horrible. Moi, je prends du magnésium avant de me coucher le soir, puis j'y pense encore à ça, puis c'est horrible. Donc, en grande dose, ça donne un effet comme de l'alcool. Tu sais, on va dire que tu as un hangover de magnésium après. Fait que t'as mal à la tête, tu te mal sens à la pas tête, bien. étourdie. Là, quand j'étais sous le magnésium, là, je perdais connaissance. Je me réveillais, j'étais malade. Je perdais connaissance. Je pensais que je mourrais, là. Fait qu'à toutes les fois, je disais à mon chum,
tu les laisses plus me donner ça. Tu les laisses plus me donner ça, je veux plus ce médicament-là. J'avais discuté avec mon médecin, je le prends plus. Elle me dit, ben oui, mais Chani, c'est ce qui arrête le travail. Ah, mais vous m'avez dit, vous étiez capable de faire vivre des enfants 21 semaines. Ça tombe bien, hein? Donc, on arrive à 29 semaines. On est chez moi. Moi, mon conjoint, ma mère, très calme, ma soeur et ma grand-mère. Ma soeur, elle venait souvent me masser. Puis elle me disait tout le temps, si tu as des contractions pendant que je te masse, tu me le dis, hein? Mais là, ça faisait vraiment du bien. Fait que je ne l'ai pas dit. Mais en même temps, j'avais tout le temps des contractions. Fait que, tu sais... Qu'est-ce que ça change rendu là? Au pire, je vais avoir eu un bon massage, tu sais. Donc, finalement, je suis dans la cuisine, devant ma mère, très calme, et mes os se rompent. Mais là, on a bébé A. Fait que c'est tout le temps la première poche. Le bébé est plus proche du col, de l'utérus, en fond. Fait que mes os rompent. Je suis très calme. Je suis vraiment calme. Puis je dis à mon chum, là, tu vas pas parler trop fort parce que je veux pas que ma grand-mère capote. Tu vas prendre ta douche, tu vas manger, puis on va aller à l'hôpital. Là, il dit, j'ai pas besoin d'aller dans la douche. Je dis, tu vas prendre ta douche, tu vas manger, puis on va aller à l'hôpital après. On a environ 45 minutes de route à faire, puis une tempête de neige. Encore? Mes trois accouchements, c'est pendant une tempête de neige. Ben là! Ouais. Fait que là, ma mère, très calme, me dit, ben non, t'as juste fait pipi. On s'entend que je suis juste à 29 semaines, c'est pas idéal d'accoucher à 29 semaines, mais tu dis jamais à une femme enceinte par-dessus ses yeux qui est plus capable de bouger. C'était vraiment ça, j'étais plus capable de bouger. Mon corps était plus fonctionnel. Tu lui dis pas qu'elle va être enceinte encore longtemps. Là. Elle me dit, tu vas accoucher dans 1 mois. Je fais non, dis-moi pas ça. Là. Donc, on se rend à l'hôpital. Je suis vraiment calme. Est-ce que ta mère est avec vous? Non. Non. Ma mère me l'a demandé. J'ai dit non. Non. Puis ça a vraiment bien tombé parce que j'avais ma grand-maman à la maison. Ma grand-maman est enceinte. Donc, ma mère devait la ramener. Fait qu'elle avait une occupation. Exactement. Là, t'arrives à l'hôpital, t'as perdu ta première poche des os. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en même temps, l'hôpital le sait qu'éventuellement, il y a une maman triplée qui va accoucher. L'hôpital est lié aussi à l'hôpital des enfants d'Ottawa, CHIO. Il y a comme un tunnel souterrain qui lie les deux hôpitaux. Puis, pour l'accouchement, donc, il y a une équipe pour moi, puis il y a une équipe pour chaque bébé. Il doit avoir ça du fait monde. bien du monde. Mais on sait aussi qu'ils ont réussi souvent à arrêter le travail. C'est encore le plan, parce que je suis juste à 29 semaines, tu sais. Mais là, moi, je suis dans la salle d'accouchement, puis tout allait bien jusqu'à ce que je mette les pieds dans la salle d'accouchement. Je marchais dans l'hôpital, pour la première fois, pas de chaise roulante, pas rien. C'était vraiment bizarre, j'ai comme eu un petit regain d'énergie. Puis, dès que j'ai mis les 2 pieds dans la salle d'accouchement, le travail, la douleur, là, ça n'allait plus, il n'y a plus rien qui allait. Il n'y a plus rien qui allait, j'avais mal, puis j'avais vraiment de l'air sur le bord d'accoucher, là, tu sais. Fait que mon chum doit être assis sur une chaise à l'autre bout de la pièce parce que les procédures de distanciation sociale à ce moment-là. Tout le monde est autour de moi, on essaie d'arrêter le travail, mais en même temps, il y a un paquet d'étudiants qui sont là pour apprendre parce que on est un cas, tu sais. Fait qu'il y a une équipe pour toi, une équipe par bébé, plus les étudiants? Ben là, dans la salle d'accouchement, les équipes de bébés sont pas encore là. Sont encore à l'hôpital à côté, mais sont comme en stand-by. Ouais. Donc, ils se préparent, puis on les entend, tu sais, comme discuter puis dire « Ah, vous pouvez peut-être vous rapprocher, tu sais. » On me parle du magnésium. Mon chum, il se lève. « Non, on n'en veut plus. » Je dis « Écrase, là, je vais le prendre. » Je vais le prendre, écrase. T'as dit t'en voulais plus. C'est correct, je vais le prendre. On me l'administre, je me sens pas bien, je dis non, arrête. Là, ils me disent, ben, Chani, parce que sinon, tu vas accoucher. Puis j'ai encore, à ce moment-là, dans la tête que mon travail va arrêter parce que ça fait des semaines que c'est comme ça commence, on réussit à l'arrêter. Fait que j'ai comme confiance en mon corps. Puis je dis, non, c'est correct. Mais je vois l'anesthésiste donner la petite jaquette bleue à mon chum. Puis je le vois de loin entre tout le monde autour de nous, là. Puis je le sais. C'est là que je le sais que je vais accoucher de mes 3 petits bébés. On est à 29 semaines, puis pour moi, c'est comme être à terme quasiment. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour qu'ils restent là. Tu sais, je suis ouverte à 3 depuis des semaines et des semaines, là. Donc, justement, quand on est arrivé, premier toucher vaginal, 3-ish, on est correct. 15 minutes plus tard, deuxième toucher vaginal, 9. Ben voyons. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, c'est pesant, 3 bébés. C'est pesant. Fait que ça travaille plus vite. Ouais. Mais là, Puis- t'as pas dit que bébé A, il est en siège? Ouais. Puis ils vont te l'accoucher? Non. Ok. Dans mon cas, justement, je me suis pas battue pour avoir le premier accouchement vaginal. Autant que ça a souvent été important pour moi de me dire j'aimerais ça accoucher de façon vaginale une fois dans ma vie. C'est comme si j'ai eu tellement d'enfants puis je les ai pas accouchés. Mais là, à ce moment-là, c'était plus vraiment une préoccupation, je vais t'avouer. Donc, on se dirige vers la salle d'opération, très froide, encore une fois. Mais cette fois-ci, il y a comme 4 fois plus de monde. Parce qu'en plus de nos équipes qu'on a besoin, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont là pour observer. Parce que on est un travail d'école, là. Puis là, moi, je sais que l'accouchement est comme... Elle a ses risques. Elle comporte beaucoup de risques aussi parce que j'ai eu beaucoup de transfusions sanguines pendant ma grossesse. Je faisais beaucoup d'anémie, je perdais beaucoup de sang. Donc, il y a plein de facteurs. Il y a plein de petites affaires. Je vais dire que je n'étais pas stressée, mais je pense que j'étais juste, encore une fois, j'étais déconnectée, là. Mais je leur demande de m'endormir. Je suis pas prête à comme qu'un de mes bébés sorte puis qu'elle pleure pas. Tu sais, parce que je garde dans la tête quand on m'annonçait ton bébé, là, attends-toi pas à ce qu'il pleure. Puis là, on me l'avait dit parce que les bébés prématurés, souvent, ils n'ont pas assez de force pour pleurer. Même s'ils sont vivants, même s'ils vont bien. Donc, je voulais pas vivre ça, qu'ils pleurent pas encore, tu sais. Fait que je leur dis, endormez-moi, endormez-moi. Il me dit, si on t'endort, ton conjoint peut pas être là. Puis lui, c'est son premier accouchement, puis je veux tellement qu'il vive ça. Fait que je me bats avec moi-même pour lui, tu sais. Je suis comme, OK. Mais l'anesthésiste aussi, c'est un étudiant. Le pauvre lui, là, c'est sûr qu'il n'écoutera pas le podcast, mais pauvre lui, là, j'y envoie souvent des belles pensées, puis je me dis, hey, je m'excuse. J'aurais aimé ça leur croiser une couple de fois pour se faire comme, je suis vraiment désolée parce que j'étais pas fine. Là. Mais il doit me faire une épidurale, puis il me manquait tout le temps. En partant, c'est comme la seule chose qui me stresse beaucoup, c'est ça. Puis il me manquait tout le temps, puis je paniquais, là. Mais là, t'es assise sur le lit. Le lit très froid, dans la pièce très froide, rempli de monde qui m'observe puis qui prennent des notes. OK. Et là, t'as cet étudiant anesthésiste. Vraiment stressé. Qui est stressé, qui est derrière toi, puis qui essaye de te piquer. Mais une piqûre d'épidurale, déjà, ça fait mal? Ben c'est pas agréable parce qu'en plus, tu vis les contractions en même temps. Puis là, moi, j'étais à 9, là, une couple de minutes, puis ça pousse, là. Puis ça pousse, puis on me dit, c'est très important que tu pousses pas. Faites juste me geler au plus vite. Puis moi, je vois le vrai anesthésiste. Là, je dis, ça te tente pas, comme, de prendre la place? Comme, vous me mettez beaucoup de pression parce que les choses doivent être faites très rapidement. Puis moi, je pense à mon bébé, c'est qu'on doit sortir très vite. Mais les étudiants aussi doivent apprendre à gérer le stress. Là, je me dis, c'est pas vrai que moi, je vais mourir ou ma fille va mourir parce que lui, il faut qu'il réussisse, là. Fait que finalement, il réussit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, j'étais pas fine, là. Je pense que je l'envoyais promener. T'as le droit de dire chier. Je l'envoyais chier. Ah, je l'envoyais chier. J'étais vraiment pas fine. Et puis ça doit aider quand t'es stressée. Mais c'est ça, faut que tu restes tellement droite. Puis là, lui, il faisait juste me regarder puis il disait « Crie-moi après si tu veux me reste droite. » Fait qu'il a vraiment été bon, tu sais. Mais bon. Donc, puis aussi, j'ai pas le droit d'avoir mon chum pour me supporter pendant ça parce que je dois être gelée avant que mon chum puisse rentrer. Ah, fait que là, toi, tu vis tout ça toute seule. Ouais. Puis, il y a ton chum qui est juste l'autre bord de la porte, puis qui est comme, quand est-ce que je peux arriver? Mais là, lui, tout le long, ça a tellement pris de temps que lui pensait que finalement, j'avais changé d'idée puis que je voulais me faire endormir. Donc, lui, le monde passait dans le corridor, il disait « Félicitations ». Fait qu'il pensait que les bébés qui étaient venus au monde puis qui n'étaient pas là, il sait qu'ils sont à 29 semaines, que c'est des petits bébés et c'est rien d'autre. Donc, finalement, quelqu'un vient le chercher, j'étais enfin gelée. Puis, on a l'école au complet dans la salle. Mon chum, il commence à parler avec l'anesthésiste. Il parle de pêche. Là, moi, je suis couchée, je suis attachée, je pleure. Puis mon chum parle de pêche avec l'anesthésiste. Puis il me flatte les cheveux. Mais tu sais quoi, quand il me flattait les cheveux, ça me faisait penser au premier médecin qui était assis en arrière de moi puis qui me flattait les cheveux. Puis j'étais comme, c'est vraiment réconfortant. On dirait que dès que sa main me touchait, c'était pesant, c'était réconfortant, ça me faisait du bien. Mais sortir 3 bébés d'un petit corps,
Ah oui, parce que toi, les auditeurs te voient peut-être pas, mais t'es pas très grande, t'es toute menue. 3 bébés, ça prend de la place. Ouais. Puis souvent, en césarienne, c'est parce qu'il faut qu'ils aillent les chercher, là. Ouais, mon chum, il dit qu'il faisait pas exprès de s'accoter sa table pour que comme ça shake moins parce que il fallait qu'il tire, là. Il fallait vraiment qu'il ait ça. Puis il dit, je m'appuyais sur la table pour les aider. Donc, ils sortent bébé A, qui est ma fille Maïna, qui est en siège, la coquine. Il l'amène à côté de moi pour que je puisse la voir. À ce jour, je me rappelle pas si elle a pleuré. Mais j'ai tellement déconnecté pour pas justement focusser là-dessus, parce que je me disais, faut pas que je me rende compte s'il pleure ou s'il pleure pas. Mais je me rappelle très bien qu'elle était tellement petite, quand ils me l'ont amenée, que je la voyais même pas. Tellement qu'elle était petite. Donc, la première équipe part avec Maïna. Là, il enlève Luna, qui était sur mes poumons. J'ai pu prendre la première respiration depuis des mois. Ça a vraiment fait du bien. Elle, je me rappelle qu'elle a pleuré. Elle a pleuré bien fort. Encore une fois, on l'amène près de moi, mais pas trop près, parce qu'ils sont pressés de partir avec. Tout petite. Mais c'est elle, je l'ai vue. Je me rappelle avoir été capable de le regarder. Mais un petit bébé de 29 semaines, c'est pas ce qu'il y a de plus mignon, là. J'ai comme eu une petite peur, tu sais. Je me disais, wow, OK, es-tu correct? Puis là, on arrive à bébé C. Moi, ce que j'avais dit à l'anesthésiste, ma condition pour rester réveillée, j'ai dit, je vais rester réveillée, mais s'il se passe une affaire, il manque un orteil, il manque quelque chose, tu m'endors immédiatement, je ne veux pas le savoir, on dealera avec ça après. Donc, tant son temps que je restais réveillée, je savais que ça allait bien. Mm-hmm. Mais là, il y a un petit peu plus de misère. Bébé C, il faut qu'il fasse attention, il y a plein d'affaires. Puis, je me sentais somnolente. Je pensais qu'il m'endormait, je pensais qu'il se passait quelque chose. Finalement, il la sort, il me la montre. Puis, j'ai juste dit à mon chum, je dis, je suis encore réveillée. Il a dit, oui, tout est correct. Je sais pas à quel moment que ça s'est passé, mais un de nos couples d'amis a appelé sur le téléphone à mon chum en même temps. Fait que là, dans la salle d'opération? Ouais. Puis l'anesthésiste a permis à mon chum de prendre l'appel. Fait que là, j'ai mon chum qui parle de pêche avec l'anesthésiste et son chum en FaceTime. Puis qui y assiste comme à mon accouchement en même temps. Mon chum, il est pas stressé. Ben, je vois bien ça. Il est vraiment pas stressé. Puis bébé C se trouvait être la filleule de notre ami qui était là. Ouais. Fait que lui aussi, il assistait à l'accouchement. Fait que là, une personne de plus, tu sais, au nombre où vous étiez. On est un auditorium au complet dans la salle, là. Rendu là, ça change rien. Ça change rien. Fait que là, une des infirmières vient dire à mon chum, tu peux venir voir les bébés, tu sais. Lui, il veut rester avec moi parce que je suis pas la personne la plus calme à ce moment-là. Je dis non, vas-y. Là, je perdais beaucoup de sang, je devais avoir des transfusions. Fait qu'il était comme partagé parce que tout le monde va pas bien en ce moment, là. Je dis vas-y, puis je veux que tu prennes une photo. Mes 3 petits bébés étaient dans les fameux sacs Ziploc pour garder la chaleur. Puis, pas longtemps après, quand j'ai pu retourner à la chambre, j'ai dit « Montre-moi la photo. » Mais il y a tellement d'équipement médical que c'est à peine si tu vois de la peau. Tu sais, c'est juste des petits bébés. Mes filles étaient 2 livres. 2 livres chacune? Ben, bébé C, qui était MIA, avec son grand problème de croissance, était 2 livres pile. Ma deuxième, Luna, était 2,5. Donc, c'était ma plus grosse. Puis la première était 2,3. Oh mon Dieu, c'est tout petit. C'est miniature. Miniature. Puis là, tu as des bébés prématurés qui sont... Est-ce que c'est des grands prématurés à 29 semaines? On est comme dans les ish, dans le fond, parce que c'est calculé selon le nombre de semaines. Habituellement, c'est 28 semaines ou le poids. Fait qu'il était dans le poids des grands prématurés. OK. Mais là, ils ont dû être hospitalisés super longtemps? 3 mois. Dans 2 hôpitaux différents. Non. Ouais. Donc, puis là, on se rappelle que toute la grossesse, on dit que ma fille, Emilia, va pas survivre à l'accouchement. Fait que là, moi, je suis dans ma chambre, puis je suis comme, elle a-tu survécu ou elle a pas survécu? Comme, qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis les premières heures, c'est un peu une lune de miel, là. Fait qu'ils me disent, non, ils vont vraiment bien. Donc, on est couchés, moi et mon conjoint, dans ma chambre d'hôpital sans nos enfants. Puis, ils viennent nous réveiller dans la nuit pour nous dire que là, ça va un petit peu moins bien. J'ai Luna et Emilia qui font une hémorragie pulmonaire. Ils sont intubés. Ils ont beaucoup de fentanyl parce que ça ne fonctionne pas. Dans les heures qui ont suivi, le cardiologue vient. On se rend compte que les 3 ils ont un problème au cœur. Leur valve est comme pas complètement fermée parce que justement, ils sont trop petites. Sont trop petites.
Puis on me dit que Luna et Emia, ils ont vraiment de la difficulté. Donc, on les met sur des soins de confort. On augmente le fentanyl. Puis, les soins de confort, en fait, ça permet de... Tu sais, quand il y a un petit peu moins mal, soit pour qu'ils prennent des forces, soit pour qu'ils s'en aillent tranquillement. Puis, à ce moment-là, on réalise pas vraiment parce que mon chum, lui, il quitte l'hôpital. Il y a une tempête de neige, il faut qu'il appelle ta maison. Puis on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Là. On est dans un hôpital avec du personnel qui parle juste anglais. On est bilingue, mais l'information se rend mal. Puis tout le monde est tellement calme là-bas qu'on nous annonce que nos enfants vont peut-être mourir, mais on le ressent pas comme ça. Fait que moi, il venait me dire ça, puis je suis OK. Ils sont à l'unité. Finalement, les jours passent, ça va mieux. Mais 9 jours passent avant que je puisse prendre une de mes premières filles dans mes bras. Ça a pris 9 jours. Oui. Puis cette journée-là, moi, j'étais retournée à la maison. Puis cette journée-là, je m'étais dit aujourd'hui, là, s'il faut que je chiale, s'il faut que je crie, s'il faut que j'appelle les médias, s'il faut que je fasse peu importe quoi, je sors pas de là tant que j'ai pas pris une de mes filles. Je me suis rendue à l'unité. Puis c'est une nouvelle infirmière. Puis elle dit, est-ce que tu aimerais faire du pot à pot? J'étais assez contente, j'aurais pas besoin de me battre. Donc, on m'a laissé prendre Emia, qui, rappelons-le, on m'a dit toute ma grossesse qu'elle survivrait pas. Donc, je me rappelle d'y avoir dit, on a notre 2 minutes ensemble. Tu sais, il se passera ce qui se passera après, mais on a notre 2 minutes ensemble. Puis, justement, ça a pris 2 minutes avant qu'elle commence à faire des arrêts respiratoires. Fait que c'était trop demandant. Tu sais, c'est des petits bébés qui étaient vraiment fragiles. Puis là, on est à l'hôpital d'Ottawa, qui est une unité de soins très intensifs. À tous les jours, il y avait quasiment des arrêts cardiaques pour des petits bébés, là. Fait que moi, dès que les machines se mettaient à biper, j'avais tout le temps 3 moniteurs à regarder. Fait que... Puis dès qu'un médecin, je me rappelle que dès qu'un médecin marchait dans le corridor, j'avais tout le temps l'impression qu'il marchait vers moi pour m'annoncer quelque chose. Là, j'étais là. Puis finalement, il continuait son chemin. Je disais, OK, c'est pas moi qui ai la mauvaise nouvelle aujourd'hui. Parce que c'était beaucoup de ça, tu sais, des mauvaises nouvelles. Mais c'est que toi, tu as aussi été libérée de l'hôpital. Fait que tu faisais l'aller-retour tous les jours? Tous les jours. 1h30 à tous les jours. Tous les jours. Puis à ce moment-là, je ne pouvais pas avoir mon conjoint avec moi. Parce que on était en situation. Ouais. Fait que je ne pouvais pas avoir mon conjoint avec moi. Moi, je m'en remets d'une césarienne transversale. Qu'est-ce que ça veut dire, transversal? Au lieu d'être juste coupé dans le bas, c'est... T'as comme eu un X? Un T inversé. OK. Donc, mais je dois recommencer à conduire très vite et à marcher et à tout faire parce que je dois me rendre auprès de mes enfants. Donc, à tous les jours, je prenais ma voiture, puis j'y allais, puis je marchais le dos très arqué jusqu'à la salle où est-ce que j'avais mes bébés, mais je pouvais pas faire autrement. Tu sais, je me voyais pas rester à la maison pendant qu'eux, ils se battaient à l'hôpital. Surtout que je ne savais pas combien de temps j'allais avoir avec eux, là. Au début, tu les vois avec tout l'équipement médical, puis ça n'a pas l'air de des petites filles qui vont bien aller, tu sais. Mais le temps passe, puis ça va mieux, éventuellement. On se prépare au premier transfert. C'est quoi ça, premier transfert? Donc, quand que les enfants ils vont un petit peu mieux, on peut les transférer dans des hôpitaux qui ont une unité de néonatologie un peu moins intense, si je peux dire, là. Puis, il y en a une près de chez moi à ce moment-là, à Gatineau. Donc, j'ai Maïna, ma première, qui traverse en premier. Donc là, je me retrouve avec un bébé à un hôpital, puis 2 à l'autre. Oh, mon Dieu. Puis comment il y a transfert? En ambulance. Oh, puis tu peux pas être dans l'ambulance avec elle. Exactement. Si on se rappelle, à Ottawa, on a eu une sorte de parade dans le centre-ville. Non! Ça, c'était pendant, genre, le convoi de la liberté, là? Oui. Moi, là, écoute, quand que je devais traverser, puis une autre affaire, je tirais mon lait, hein. Puis je faisais vraiment beaucoup de lait. Fait que moi, aux 2 heures, il fallait que je tire mon lait. Fait que moi, j'ai été prise dans le trafic, dans le centre-ville, puis j'ai pas eu le choix de plugger mon tire-lait. Fait que j'étais dans ma voiture, dans le centre-ville, parmi plein de monde, les 2 seins dans le tire-lait. Puis je me rendue là, je m'en fous. Comme c'est ça où ils vont exploser, fait que il y a une fille à quelque part dans le centre-ville qui tirait son lait, puis c'était pas les petits tire-lait cute que tu peux mettre dans ta brassière. J'avais pas le choix, là. Fait que j'avais 2 seins à l'heure dans mon char à me tirer mon lait. Puis le convoi de la liberté autour, puis tout le kit. Eh boy! Ouais. On dirait que chaque étape a un niveau de difficulté rajouté. Oui.
Oui, vraiment. Mais le transfert signifiait aussi que maintenant, je peux avoir mon conjoint avec moi. Oh. Parce que vu que c'est une unité moins intense avec des bébés un peu moins malades, les procédures sont diminuées. Puis quand on était à Ottawa, c'était un infirmière par bébé. Parce que les bébés sont tellement dans des états critiques qu'ils doivent avoir une surveillance constante. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de manipulation. Tu sais, je dois demander la permission pour prendre mon enfant. Je participe pas à aucun soin. Je fais rien. Je fais rien à part les regarder. Puis c'est pour ça que je tirais mon lait. Mm-hmm. Fait que je tirais mon lait. Je me sentais comme si je participais, tu sais. Ouais. Mais quand on change pour Gatineau, c'est un autre monde. Complètement, parce que là, je peux être une maman, je peux donner un petit bain à mon bébé, je peux la prendre, je peux même faire les soins. Puis, écoute, j'ai eu une petite formation d'infirmière parce que je replaçais les petits moniteurs. Tu sais, je participais beaucoup. Puis mon conjoint pouvait être là avec moi. Mais là, comment tu partages ton temps entre un hôpital et l'autre? Oui. Fait que ça n'a pas duré beaucoup de jours, tant mieux. Là, je pense qu'entre le moment où Maïna est arrivée à l'hôpital de Gatineau et que la dernière arrive à l'hôpital de Gatineau, il y a eu environ 10 jours. Donc, moi, c'est inconcevable qu'il y ait une journée que je vois pas une de mes enfants. Donc, le matin, je débarque les enfants à l'école. Oui, parce que tu as tes deux plus vieux? Oui, j'ai mes deux plus vieux. Parce que sinon, j'aurais dormi là. OK, oui. Mais j'ai mes deux plus vieux. Donc, je reviens à la maison tous les soirs. Je vais voir Maïna, je quitte, je vais voir les deux autres. Puis souvent, ce que mon conjoint faisait, c'est qu'il allait voir celle que moi, j'allais pas voir. Comme ça, on se sentait comme si tout le monde avait été partagé. Là. Ouais. Mais là, on a Emia qui arrive. Donc, on en a 2 à Gatineau, une à Ottawa. Puis, quand que justement Luna est arrivée à Gatineau, les infirmières nous ont fait un coin à nous, très intime. On avait des belles chaises berçantes. Puis, tu sais, on pouvait maintenant être les parents de ces bébés-là. Là. Ça, c'était agréable. L'aventure commençait officiellement. Mm. Puis quand on est arrivé à Gatineau, c'est là qu'on a réalisé un petit peu le cheminement de nos filles parce que les infirmières nous disaient c'est miraculeux. Là. C'est miraculeux qu'elles soient encore vivantes. Puis nous, on était comme OK, mais pourquoi vous dites ça? Puis ils disaient ben l'hémorragie, tout. Tu sais, on a vu le dossier, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de chances de survie. Puis en discutant avec mon conjoint, c'est là qu'on s'est rendu compte le personnel était tellement calme et neutre qu'on n'a jamais ressenti qu'on allait peut-être perdre nos enfants. Fait que c'est une bonne chose. Là. Mm-hmm. C'est une très bonne chose, mais peut-être que je l'aurais mal vécu, justement, si une de mes filles n'aurait pas survécu, parce que ça aurait été tellement une surprise. Heureusement, c'est pas le dénouement qu'on a eu, mais ouais. Oui, mais en même temps, tant mieux, parce que ça t'a sans doute, à toi et ton conjoint, évité beaucoup de stress. Bien, je pense que ça nous a permis d'avoir le jus qu'on avait pour notre quotidien à ce moment-là, parce que tout va vraiment vite. Là. On a 2 garçons à la maison qui ont besoin qu'on soit encore là, disponible pour eux, qui comprennent pas. Maman est enceinte, couchée sur le sofa, là, maman doit courir partout. On n'a jamais rencontré nos sœurs. On sait même pas à quoi ils ont de l'air, nos sœurs, parce que t'as beau prendre des photos, mais il y a tellement d'équipement médical dans le visage et tout que, tu sais, même moi, ça a pris du temps avant de vraiment pouvoir me faire une image concrète du visage d'une de mes filles, là. Parce que tu les vois même pas, là. Ouais. Donc, pour ces petits garçons-là aussi, c'était difficile, mais devant eux, on devait être... Comme si tout allait bien, vos sœurs s'en viennent. C'est ça. Ouf! Et le moment où on vous dit... C'est aujourd'hui que ça se passe. Vous êtes libre. Bien, ce moment-là, c'est pas un moment, c'est plusieurs, parce qu'on en a 3. Au début, c'est ma fille Emia qui sort en premier. Mon bébé qui devait pas survivre. C'est elle, finalement? C'est elle qui sort en premier. Elle pèse combien? Donc, quand elle sort de l'hôpital, elle pèse environ 4 livres et demi. Les conditions de sortie sont simples. L'enfant doit pouvoir s'alimenter de façon autonome, donc plus de gavage, parce que mes filles étaient gavées. Elle a été capable de prendre les biberons, ça va bien. Les biberons de mon lait. Par la suite, ça doit être minimum 4 livres pour les bancs d'auto, parce qu'il n'y a pas de banc d'auto avant 4 livres. Et puis des épisodes d'arrêt respiratoire, ce qu'on avait beaucoup. Puis, je crois aussi 34 semaines d'âge corrigé. OK. À 34 semaines pile, 4 livres et demi, elle est sortie de l'hôpital, la première.
Puis j'en revenais pas parce que je m'étais jamais réellement projetée à ce que Emiya rejoigne un jour la maison. On la ramène à la maison. Là, j'ai un bébé à moi seule à la maison, pas de machine. Puis ça a été notre premier choc parce qu'on est habitué de prendre nos enfants, de les débrancher des moniteurs. Tu sais, il y a quand même un gros aspect médical à suivre à l'hôpital, même si ça va bien. Là, on a comme plus ça. Puis je me rappelle que c'était quand même stressant parce que ce qui me disait qu'elle était correcte, c'était la machine qui faisait pas de bip. Là, je le sais pas si c'est correct. Parce que même si ça fait un petit arrêt, tu le sauras pas. Je le saurai pas. Puis le dernier arrêt date quand même juste de 7 jours, là. C'est rien, 7 jours. Tu sais, ça veut pas dire qu'elle va pas en faire d'autres. Donc, moi et mon chum, on l'a tout seul à la maison, puis on la regarde, là, tu sais. Puis un bébé prématuré, ça fait beaucoup de bruit. Fait qu'on ne dort pas beaucoup, mais on a la même routine le matin d'aller voir les autres. Là, mon chum devient un peu un papa à la maison. Parce que moi, quand je quitte le matin aller voir les 2 autres, lui, il reste seul avec un bébé. C'est drôle à dire, mais c'est quand même rare que ça va être un papa qui va se retrouver avec un petit bébé naissant toute seule à la maison parce qu'habituellement, il y a aussi maman qui est là en congé. Là, maman est à l'hôpital avec les autres. Fait que là, mon chum était tout seul avec un petit bébé, mais il faisait ça comme un champion. J'allais voir les 2 autres. Puis pendant ce temps-là, on était dans l'achat de notre maison. On pensait qu'on aurait le temps de déménager avant que les filles sortent, OK? Je le sais que question de timing, c'était pas l'idéal. Quand j'y repense, je suis comme, on est tellement... Il y avait une belle naïveté. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on est chez le notaire. Moi, mon conjoint, ma belle-mère et Emiya. Puis, l'hôpital m'appelle pour me dire qu'il y en a une qui va pouvoir sortir. Puis, mon chum, tout de suite, il me dit, je sais que ça va être Maïna, puis Luna ne peut pas rester toute seule à l'hôpital. Puis, j'ai dit, je vais passer avec les 2 car seats, puis je te ramène tes 2 filles. Je pense qu'il a eu confiance en moi. Parce qu'il sait que j'ai souvent des bons arguments, puis tout va bien. Mais l'affaire, c'est que ma fille Luna voulait pas boire de biberon, mais je l'allaitais. Quelques jours avant, il y a un médecin qui voulait signer son congé, mais il a dit non, je le signerai pas parce qu'elle est encore gavée. Je veux pas que tu ailles à la maison avec une machine à gavage parce que tu as d'autres bébés à t'occuper. Tu sais, c'est pas l'idéal. Je dis oui, mais je l'allaite. Puis il m'a dit, t'es pas vraiment réaliste. Tu pourras pas allaiter un bébé puis t'occuper de 2 autres bébés. Puis je parle comme si c'était un homme, en fait, c'est une femme, cette médecin-là. Donc, elle me dit d'emblée là, de sortir de mon nuage, puis que c'était pas réaliste d'allaiter. Donc, je la crois, puis je dis c'est vrai, tu sais, en ce moment, ça va bien parce que je dors quand même un peu la nuit, tu sais, il faut juste que je me réveille pour tirer mon lait, donc OK. Mais cette journée-là, je me suis dit, il y a personne qui va me dire que je ne l'allaiterai pas. Je suis allée à l'hôpital avec les 2 car seats, puis les infirmières, ils ont comme compris tout de suite. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, je la sortais. Puis la chef des infirmières, elle a dit, garde ton argument. Elle a dit, nous, on le sait que tu es capable, là, comme tu es ici à tous les jours, tu allaites, tu tires ton lait, on le sait, tu sais. Le problème, c'est juste qu'elle ne prend pas de biberon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait rendu à la maison si maman est rendue trop fatiguée, elle ne veut plus allaiter puis qu'elle ne prend pas de biberon? C'était comme pas une option parce que je voulais qu'elle sorte. C'est un nouveau médecin qui est là, un homme. Puis il me dit bon, mais Maïna peut sortir aujourd'hui. Je dis mais Luna aussi, elle va sortir. Il dit ben, j'ai vu dans le rapport qu'elle veut pas les biberons. Je dis oui, mais je l'allaite. Puis il me dit OK. Est-ce que tu penses qu'on doit l'allaiter à la maison? Je dis ben, si c'est ce qu'il faut pour la nourrir, je vais le faire. Puis il dit toi, tu sens que tu peux faire ça. Je dis oui, je le sens. C'est parfait, je te signe ton congé. Oui. Puis là, j'ai appelé ma belle-mère pour lui dire « Va à la maison. Personne ne le sait, mais j'arrive avec les 2 bébés. Puis on peut comme pas être tout seul tout de suite avec 3 bébés. » Fait que je dis « Vas-y, tu sais. » J'arrive à la maison, puis je vais tout le temps regretter de ne pas avoir filmé ce moment-là. Là. Je rentre dans la maison, j'ai les car seats, puis mon fils Anthony dit « Oh! Les 2 bébés sont là! » Puis mon chum était sur le sofa, puis il dit « Non, Anthony, il y en a juste une. » Puis là, j'ai tourné les car seats. Mon chum est 6 pieds 2. Je ne l'ai jamais vu aussi petit. Il s'est effondré à terre. Il a tellement pleuré parce qu'on venait de clore ce chapitre-là. Là. Toutes les machines, tous les rapports médicaux qui ne revenaient pas comme qu'on voulait qu'ils reviennent, tout ça, c'était fini. Mais là, on commençait une autre aventure, par exemple. Mais toute la famille était réunie enfin, là. Oui. Puis mes fils, ils n'avaient jamais vu leur petite sœur. Personne ne pouvait venir rencontrer. Ma belle-mère était là. Ces petites filles, ils ont 3 mois de vie, mais elle les a jamais rencontrées. Fait que
C'était vraiment un beau moment, là, mais ouais. Comment ça s'organise après la vie à 3 bébés naissants? Écoute, on était en plein déménagement. Donc, il y avait des boîtes un peu partout. Puis, moi, quand j'ai accouché, là, j'ai accouché avec une dose d'adrénaline immense. Puis cette adrénaline-là, elle est restée avec moi jusqu'à ce que mes filles mettent un pied à la garderie. Fait que moi, là, il n'y en avait pas de problème. Il n'y en avait aucun. Puis la première nuit, là, dégueulasse. Dégueulasse. J'avais un parc à côté de moi avec 2 bébés, puis un Moïse à côté de mon chum avec une. J'ai tout le temps me rappeler, mon chum, il a échappé un biberon, il a roulé en dessous du lit, il se rend à l'autre. Comme, il y a le chaos, là. Le chaos. Puis les filles ont encore des médications. Une de mes filles, Maïna, elle a eu son congé malgré le fait qu'elle faisait encore des épisodes d'arrêt respiratoire. On devait donner des médicaments pour ça. Mais c'est parce que dès que son teint changeait un petit peu, là... Fait qu'on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Mon chum, il s'est mis au pied du lit avec la main sur le torse à Maïna, faire sûr qu'elle respirait. Puis dès que ça s'assoupissait, il dit « Respire plus! » Puis j'imagine, là, sa grande main de monsieur de 6 pieds 2 sur un tout petit bébé de même pas 5 livres. Il devait la recouvrir au complet. Au complet. Puis je me rappelle à ce moment-là, c'est parce que moi, j'avais une bonne routine dans tirer mon lait et tout, mais là, je dois rajouter que je dois absolument allaiter un des bébés. Mais je dois aussi tirer mon lait parce qu'on doit donner le biberon aux 2 autres. Fait que là, j'ai un bébé au sein. Puis nourrir des petits bébés comme ça, c'est pas aussi simple que quand ils sont un peu plus grands. C'est assez technique. C'était, quelque chose. Mais ça s'est placé vite. Oui. Et là, les filles ont grandi. Est-ce qu'ils ont des séquelles? Ben, tu sais... J'ai envie de te dire non pour maintenant. Là. Ils se rapprochent de leurs 3 ans. Là, tout va bien. Mais des bébés prématurés, le sommeil, tout est vraiment plus sensible. Puis on parle aussi de ma fille Mia et Luna qui ont eu l'hémorragie au poumon. Donc, eux autres, là, tu fais juste avoir un petit rhume proche d'eux autres. Puis c'est catastrophique dans notre cas. Là. Comme on a fait un petit tour d'ambulance il y a 1 semaine et demie parce que ma fille, arrêt respiratoire dans la nuit. Tu sais, ils sont plus sensibles, sont plus fragiles. Très, très, très fragiles. Mais au quotidien, ils se développent tellement bien. Puis ma petite fille, Mia, qui était mon plus petit bébé avec un si grand retard de croissance, est sûrement 2 fois le poids de ses 2 sœurs. Okay. Au contraire, ma fille Luna, qui était la plus grosse, est toute petite. Fait que là, moi, des fois, je dis qu'il y a peut-être quelque part qui se sont mélangés. Ils ont échangé les bébés! J'ai de la misère à concevoir que ça se ferait, là, mais... J'ai tout le temps cette petite pensée-là dans ma tête parce que je me rappelle à l'hôpital, la seule chose qui me reliait à mes enfants, dans le fond, ils se ressemblaient tellement que c'était le fil qui les reliait à leur incubateur avec leur nom dessus. Là, des fois, on faisait du pot à pot 3 ou 2, puis ça me rendait tellement anxieuse parce que je me disais « Wow, OK, elle est là. Faut pas les mélanger, là. » T'en parles comme si t'avais genre 3 petits lapins, là. Mais quand on faisait du pot à pot, c'était ça, ils étaient tout petits. Juste, tu sais, j'ai des photos, puis ils sont miniatures, mais ils se tiennent les mains. C'est des bébés qui sont vraiment près l'une de l'autre, là. Le lien entre des enfants de multiples, c'est indescriptible. C'est vraiment... c'est magique, là, pour être honnête. Puis je les vois grandir ensemble aujourd'hui, puis j'ai hâte de leur conter leur histoire. J'ai hâte qu'ils soient conscients de tout ça, puis qu'on puisse comme échanger là-dessus, puis je leur dise... Vous avez aucune idée d'où vous venez, mais vous avez aucune idée d'où que moi puis votre père, on vient comme... Le chemin a été assez difficile, mais on l'a fait. C'est incroyable. Shani, j'ai une dernière question pour toi, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une partenaire de l'émission, et ça, c'est Hypnodoula. Hypnodoula, oui, c'est une entreprise, mais c'est plus précisément une méthode créée par Annick Bourbonnais qui vous propose en fait des coffrets d'auto-hypnose pour vous aider à maîtriser votre corps et votre mental. Et ça, c'est super pratique dans la préparation d'un accouchement. Il y a beaucoup de bienfaits, donc ça peut vous aider avec la gestion de la douleur, mais aussi la gestion de l'anxiété. Annick vous propose 2 coffrets, donc le coffret Mama pour les femmes enceintes, mais aussi le coffret Yama pour toutes les femmes. Je vous invite à aller découvrir toutes les propositions sur le hypnodoula.ca.
qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent, que ce soit des futures mamans, des nouvelles mamans ou des mamans d'enfants un peu plus grands? Ce que j'aime souvent dire, c'est juste d'écouter leur instinct. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Puis honnêtement, c'est mon instinct qui m'a suivi au travers de toute cette épreuve-là, autant avec mes triplés qu'avec mes grands garçons. Puis j'ai l'impression que souvent, on tait notre instinct avec nos entourages ou des valeurs différentes, mais revenir à notre instinct, c'est la plus belle affaire. Puis je crois que ça nous rend service à nous-mêmes aussi, parce que on est ceux qui connaissent le mieux nos enfants. On est ceux qui savent le plus ce que nos enfants ont besoin. Puis si c'était pas de mon instinct, quand ma petite Luna était à l'hôpital, ben j'aurais pas passé 3 ans à l'allaiter, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'avoir découvert cet aspect-là de moi-même en tant que maman. Puis j'aimerais ça que les autres mamans la découvrent aussi. Merci beaucoup, Merci Chanie. à toi.